C'est extraordinaire quand on plonge dans le monde de l'abeille, c'est magnifique. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de la valeur de l'abeille et prendre conscience également du pouvoir du consommateur. Les gens n'ont pas encore compris que l'abeille est un insecte tout à fait indispensable à la vie. Par la surexploitation qu'on en fait. On n'a pas de politique de sauvegarde de l'abeille. L'apiculteur qui a une centaine de ruches, ben, il faut qu'il vive avec ça. Donc au lieu d'avoir une profession et de faire ça à côté tout en respectant les abeilles, non, ils vivent de ça. Donc le business doit tourner, il n'y a pas d'histoire. Hein. Donc alors bon, vous n'avez pas que ça, bien sûr. Hein. Vous avez l'exploitation, vous avez l'environnement qui n'est plus favorable non plus. Hein. À partir du moment où vous avez une surexploitation, ben forcément vous avez un appauvrissement, un affaiblissement des colonies. Et alors cet effondrement des colonies, ben, c'est ça, quoi. C'est parce qu'effectivement on l'affaiblit beaucoup trop, quoi. Si vous voulez, il faudrait pour bien faire qu'il y ait une politique, mais je veux bien qu'il y ait une politique d'exploitation, puisque bon, on ne peut pas revenir en arrière, mais il faudrait qu'à côté de ça, il y ait une politique de sauvegarde. Il y a eu un programme de sauvetage de l'apiculture. Ce n'est pas un programme de sauvetage de l'abeille, hein, il y a une nuance. Hein. Mais ben, c'est l'exploitation à outrance, quoi. Exploitation à outrance et formation des apiculteurs pour être des bons modernistes, quoi. C'est une politique d'exploitation, tout simplement. Il n'y a pas, je vous dis, j'ai contacté les gens les plus importants au niveau de l'écologie en France, personne n'est intéressé. J'ai envoyé, pour vous dire, j'ai envoyé des plaquettes que j'avais fabriquées juste pour ça, pour sensibiliser ces gens-là. J'ai jamais eu de feedback. L'abeille est victime, effectivement, de la cupidité et de la bêtise de l'homme, ce à quoi on peut ajouter la lâcheté. Parce qu'on a beau dénoncer ce qui est en train d'arriver, personne ne veut bouger. Parce qu'il ne faut surtout pas bouleverser le business. Le plus grave, c'est le Canada et les USA. Ces gens-là sont devenus complètement fous. C'est une exploitation outrancière de l'abeille. Parce que on a affaire à des éleveurs il y a pratiquement plus d'abeilles au Canada. J'ai des gens qui travaillent avec la ruche écologique au Canada, mais il n'y en a pratiquement plus. Alors ce qui se passe, c'est qu'au moment de la pollinisation, ils importent, un peu avant la pollinisation, ils importent des essaims d'abeilles qui viennent d'Australie ou qui viennent de je ne sais où. Et on fait des ruches avec ça, on met ça sur des camions, les camions viennent en bordure des terrains de culture, l'abeille fait son boulot de pollinisatrice et puis après ça, ben, on laisse passer les avions pour asperger, et voilà, quoi. Et l'abeille est vouée à la mort, quoi. Il y a une telle mortalité de par la surexploitation qu'on en fait qu'effectivement, premièrement, ça se voit au niveau de la production de miel. On n'a plus la production qui permettrait d'alimenter le marché. Et ensuite, il faut réellement sauver l'abeille. Il faut que les gens comprennent que c'est un insecte qui est capital. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. J'ai contacté pas mal de responsables écologiques au plus haut niveau. J'ai même été jusqu'à la ministre de l'écologie. Ça ne les intéresse pas parce qu'il faut s'opposer au business. Donc ils n'ont pas envie d'entrer en guerre avec le business. Ah, c'est bloqué, hein. Tout simplement d'avoir une autre politique, c'est-à-dire qu'il faut freiner l'exploitation. L'idéal, c'est de mettre en place des ruchers conservatoires gérés par des gens qui sont écologiques dans l'âme. J'ai posé la question à la ministre de l'Environnement, comment elle s'appelle, Ségolène Royal. Je lui avais suggéré de mettre
des ruchers écologiques dans nos réserves naturelles, qui elles sont préservées. Ah, ça, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais ça sera catastrophique, c'est sûr, parce qu'il n'y aura plus de pollinisation. Donc bon, il y aura encore des insectes pollinisateurs, mais disons que l'abeille joue un très grand rôle dans ce travail-là. Donc on a beau faire des projets d'abeilles téléguidées, tout ça c'est du pipeau, hein. C'est des inventions de scientifiques, enfin de pseudo-scientifiques. Là, on est parti dans des dérives pas possibles, quoi. On essaye un tas de trucs. C'est la même dérive qui est utilisée pour l'évolution de l'homme. C'est la même chose. C'est la même folie. C'est la même folie. On sort du mode de vie naturel. Et à partir du moment où vous sortez du mode de vie naturel de qui que ce soit, vous mettez son existence en danger. Donc ça, c'est d'une logique implacable. Vous voyez, on peut le voir sur l'évolution du genre humain. Donc, oui, c'est clair et net, hein. À partir du moment où l'homme est poussé dans ses retranchements et qu'il est obligé d'aller au-delà de ses capacités, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, quoi. D'ailleurs, on vit très mal, les gens sont stressés, sont de plus en plus malades. Alors à ça, vous avez plusieurs causes, évidemment. Vous avez une dégradation de la nourriture, une dégradation de l'environnement, une dégradation du travail, dégradation du mode de vie, quoi, tout simplement. Bon, c'est vrai que moi j'ai connu la guerre à cette époque-là, évidemment c'était difficile, mais comme je vous l'ai dit, j'ai été élevé dans une ferme de dimension tout à fait modeste, mais on n'a jamais manqué de rien. Les structures d'exploitation, on prend tout le temps tout à l'abeille, donc on lui prend son miel. On prend le pollen, puisqu'on met des pièges à pollen, on prend le pollen, on prend de la propolis, mais bon, c'est pas très facile à récupérer, mais enfin, on en prend quand même. De la gelée royale pour celui qui fait de la gelée royale, qui fait de la production de gelée royale, mais ça, c'est un domaine... oui, c'est... Donc, dans l'exploitation, l'abeille, il lui reste rien. À la fin de la saison, oui, vous avez des gens qui laissent un petit peu de miel, mais disons que généralement, ils ajoutent du sucre. Donc, alors premièrement, le sucre, c'est pas un aliment qui convient à l'abeille. Hein. L'abeille ne mange pas de sucre dans sa ruche sauvage, elle mange son miel. Alors que dans la ruche écologique, on partage avec l'abeille. Ça, c'est la notion principale, c'est le partage avec l'abeille. Donc, dans une ruche, une ruche écologique de 4 hausses, prenons une ruche de 4 hausses, bien, vous allez prendre le dessus et vous allez laisser les 2 hausses inférieures. Donc, on leur laisse toujours entre 15 et une quinzaine de kilos de miel, donc, pour passer l'hiver. C'est la condition sine qua non pour avoir des abeilles qui vont résister à l'hiver et qui vont pouvoir redémarrer. Si vous avez un mauvais hivernage dans des ruches d'exploitation, le redémarrage ne va pas fonctionner. Au départ, c'est des ruches d'Adam. Premièrement, la conception de la ruche, elle est conçue pour exploiter l'abeille, elle n'est pas conçue pour la sauvegarder. Ce n'est pas un habitat qui est adapté à l'abeille, c'est un habitat qui a été conçu pour l'exploitation de l'abeille. Mais bon, l'abeille là-dedans ne s'y retrouve pas parce que il y a une très mauvaise ventilation, une très mauvaise régulation, ventilation, température, humidité. Vous avez des éléments perturbateurs, l'apiculteur qui va ouvrir ses ruches tous les 8 jours ou tous les 15 jours pour voir ceci ou cela,
à chaque fois, il va casser cette régulation, ventilation, et l'abeille doit recommencer. Mais à chaque fois qu'elle est perturbée comme ça, de remettre sa ruche en état, parce que bon, une fois que vous avez ouvert, vous avez tout cassé, il faut tout recommencer. Mais pendant ce temps-là, l'abeille, pendant qu'elle refait sa régulation, elle ne travaille pas. Et en plus, elle y a une perte d'énergie. Donc tout ça n'aboutit à rien, quoi. Mais bon, oui, c'est le business. C'est le business, hein. Donc bon, on a voulu faire travailler les abeilles beaucoup plus, compte tenu que le miel avait une certaine importance jadis, et on a voulu profiter de cette importance et de cette renommée du miel pour en faire davantage et pour gagner davantage d'argent, évidemment. La ruche moderne, à cadre, a quantité d'inconvénients. Premièrement, les cadres, ça ne convient pas à l'abeille non plus, puisqu'on ajoute des cires, et l'abeille ne peut pas utiliser sa cire. Jusqu'à maintenant, dans les cires que l'on donnait pour faire les cadres, ces cires étaient polluées par des micro-organismes, alors que dans la ruche écologique, comme c'est l'abeille qui fabrique sa cire, c'est de la cire vierge. Donc au départ, il y a un problème. Bon, ensuite, vous avez dans les ruches modernes à cadre, vous avez une très mauvaise ventilation. Il n'y a pas de circulation d'air, il y a une entrée. Il y a une entrée par le trou de vol, puis c'est tout, il n'y a pas de sortie. Donc l'air qui rentre dans une ruche à cadre, elle rentre et puis elle ressort par le même trou. Le fait qu'elle soit dans un contexte qui ne lui convient pas, mauvaise ventilation, mauvaise construction, bien souvent dans les ruches modernes, pour pallier à cette mauvaise ventilation, ils font des trous dans les planchers. Vous êtes à ras du sol, l'humidité qui monte du sol monte directement dans la ruche. Donc vous allez fatiguer vos abeilles parce qu'elles vont devoir éliminer cette humidité et c'est un travail inutile, quoi. Oui, c'est un business, hein. C'est un business. Là, vous entrez dans le business à partir du moment où vous démarrez avec une ruche d'Adam ou une ruche à cadre, allez, pour ne pas citer de marque, une ruche à cadre, eh bien vous entrez dans le business, vous entrez dans le système. Donc vous devez acheter de la cire, vous devez acheter des cadres, vous devez acheter des produits chimiques pour traiter les abeilles, parce que les abeilles, du fait qu'elles sont mal nourries, mal logées, eh bien elles tombent malades. C'est tout à fait logique. Ça serait la même chose pour nous, si on était mal logé et mal nourri, ben, on va tomber malade. Et alors on les affaiblit, et une fois que la colonie est affaiblie, ben, c'est la porte ouverte à toutes sortes de problèmes. Il n'y a pas de critères de qualité. Un pot de miel ressemble à un pot de miel, y compris du miel fabriqué artificiellement, dont vous ne verrez pas la différence. Le miel que l'on fabrique aujourd'hui de façon industrielle, sans prendre le miel artificiel, hein, le miel qui sort des ruchers modernes, c'est un miel qui est turbiné, qui est amélioré de façon à ce qu'il puisse être étalé sur les tartines. Donc il ne faut pas que le miel se solidifie. Dans mon jeune âge, un pot de miel, au bout de quelques temps, il fallait puiser avec la fourchette, avec la cuillère dans le pot, et le miel était quasiment solide, quoi. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce miel solide, là. J'ai repris de A à Z tout ce qu'il faut savoir sur l'apiculture écologique, qui est complètement différente de l'apiculture moderne. On est totalement à l'opposé. Donc pourquoi ce bouquin? Parce que je n'ai trouvé nulle part de documents, d'ouvrages qui soient suffisamment didactiques pour apprendre aux gens comment il faut vraiment considérer l'abeille. Autrement que par son exploitation. Ce n'est pas un livre d'images, hein. J'ai préféré le dessin à la photo parce qu'on est plus précis.
Hein, la photo, il faudrait des milliers de photos pour arriver à faire ça et ça coûterait beaucoup trop cher. Tandis que le dessin, on fait le dessin suivant ce que l'on veut montrer. Si le néophyte suit ça, il n'y a pas de problème, quoi. On était très liés parce que, bon, d'abord on était voisins et cette histoire d'abeilles nous a fortement rapprochés, quoi. Donc, et c'est lui qui m'a tout appris, donc bon, j'avais beaucoup d'estime pour lui parce qu'il a fait un travail considérable, même s'il n'a pas été au bout, mais parce qu'il n'a pas vu le bouquin terminé, lui. Hein. Il me faisait des petits papiers et puis moi je mettais ça en musique, quoi. Donc, alors au fur et à mesure, quand j'avais achevé un chapitre, je lui montrais, mais il n'a vu que la maquette, lui. Le mode de vie naturel de l'abeille, dans un tronc d'arbre, eh bien, elle construit ses rayons en partant du haut de sa cavité. Et évidemment, c'est par des constructions comme dans une ruche écologique. Hein. Elles descendent, elles s'allongent tout au long de sa cavité pendant toute la saison. Et arrivées en bas, quand la saison n'est plus favorable, elles s'arrêtent et elles se mettent en grappe. Et elles vont remonter dans la cavité, mais dans un périmètre de 21 cm à peu près, de façon à garder autour d'elles des alvéoles qui soient pleines de miel. Ceci pour des raisons de protection thermique. Disons qu'évidemment, dans un tronc d'arbre, la protection thermique est bien meilleure que là, bien entendu. Hein. L'épaisseur du bois. Et alors, bon, elles remontent tout doucement, mais comme elles ne sont jamais dérangées et qu'on ne reprend pas leur miel, donc elles ont tout ce qu'il faut pour passer l'hiver en toute tranquillité. C'est un fonctionnement tout à fait formidable parce que dans une colonie, la reine, on pourrait penser que la reine dirige la colonie, c'est pas vrai. La reine, elle est là pour pondre et participer à l'évolution de la colonie. Mais ce système de la ruche fonctionne sans chef. En fait, c'est les cirières qui commandent, parce que c'est les cirières qui vont fabriquer la cire, qui vont fabriquer des alvéoles, et elles savent quand il faut commencer à construire, et elles savent quand il faut s'arrêter. Parce que, par exemple, pour vous donner un exemple, dans la ruche écologique ou dans une ruche sauvage, si le trou, par exemple, là dans la ruche écologique, le trou de vol, il est en bas. Eh bien, quand on regarde la constitution des rayons dans la hausse inférieure, à l'approche du mauvais temps, et quand les cirières vont s'arrêter, elles le savent, quand elles vont s'arrêter, les alvéoles vont s'incliner vers le bas. Donc, pourquoi? Pour faire des pièges avant, pour empêcher que l'air arrive trop vite dans le sommet de la ruche. Et c'est elle qui finalement dirige tout, quoi. Mais sans un chef, quoi. Il n'y a pas de chef. Au moment de l'essaimage, c'est la même chose. Quand l'essaim se constitue dans le bas de la ruche, derrière le trou de vol, le moment où l'essaim va partir, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas un chef qui dit « allez, on part ». Elles sont toutes programmées. Les abeilles ont ce programme-là dans la tête. Pendant les premiers 21 jours, elles sont en évolution. Après, vous avez la naissance. Le deuxième 21 jours, c'est les abeilles internes. Elles sont nées, mais elles vont travailler à l'intérieur. Donc ça va être des nourrices, des cirières, des nettoyeuses. Et voilà. Et ensuite, dans le troisième 21, ben, c'est les butineuses. Et alors, entre chaque phase, eh bien, vous avez quelques jours où elles sont à la fois cirières et butineuses, ou nourrices et butineuses, enfin bon, voilà. Mais il n'y a pas de chef qui va dire tu fais ci, tu fais ça. La cirière sait qu'au bout d'un certain temps, elle doit passer à autre chose. La nourrice, c'est la même chose. Elle sait que de par son évolution, elle va passer à un autre travail. C'est une société qui est très bien organisée. Qui est très bien organisée et
qui fonctionne un peu tous pour un pour tous, quoi. C'est un peu ça, quoi. Hein, oui, il n'y a pas d'exemple dans le genre humain de fonctionnement comme ça, quoi. Hein, si vous mettez allez, 20 personnes sur une île déserte, dans l'heure qui suit, vous avez un chef et vous avez des larbins. Hein. Et ça, vous pouvez faire ça tant que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça sera toujours comme ça, c'est dans les gènes de l'homme, ça. Il faut un chef, même si c'est un mauvais chef, mais il faut un chef. Une fois que vous avez fabriqué votre ruche, vous n'avez plus besoin de rien. Il ne faut pas de cadre, il ne faut pas de cire gaufrée, il ne faut pas de produits chimiques. Sur une ruche écologique, votre travail consiste à faire attention que tout se passe bien, mais on n'intervient pas. Sauf si, évidemment, il y a un gros problème, mais généralement, ça se passe très bien. Donc, le travail de l'apiculteur en écologie, c'est un travail de surveillance. Surveillance par la planche de vol, par la vitre arrière et par l'évolution de la flore environnante. Parce que bon, l'abeille travaillant en symbiose avec l'environnement, chaque apparition de telle ou telle fleur déclenche dans la colonie un travail particulier, quoi. Parce que bon, pour avoir des ruches écologiques, il faut aussi se trouver dans un environnement qui soit adapté, c'est-à-dire où il n'y a pas d'épandage de pesticides agricoles, où il n'y a pas de pollution industrielle, des choses comme ça, quoi. La Bévoirie, bah, c'était un grand bonhomme pour son époque, parce qu'en fait, il avait touché du doigt ce qu'il fallait trouver, quoi. Bon, il n'a pas été au bout parce que bon, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est ses travaux qui nous ont servi de base. Donc son petit bouquin, l'apiculture pour tous, il est trop succinct évidemment, et il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup il faut lire entre les lignes. Mais quand on connaît quand on connaît l'évolution du mode de vie naturel de l'abeille, on comprend mieux quand on lit le bouquin, quoi, parce que bon, ça n'est pas écrit, ce n'est pas dit, mais c'est automatiquement dans la logique, quoi. On a repris les mêmes dimensions que la Bévoirie, on les a vérifiées. Dès que vous sortez de ces dimensions-là, vous avez des problèmes. Si vous l'agrandissez, on a essayé ça, on a agrandi, on a mis une possibilité d'avoir un rayon de plus. Bon, un rayon de plus, l'abeille, elle a besoin de plus de chauffage, donc elle va élever davantage de mâles. Donc le mâle est un parasite, il mange du miel et il fait rien. Donc à part chauffer, quoi, c'est tout. Hein. Donc c'est pour ça que à une certaine époque, elle les tue parce qu'ils deviennent inutiles, quoi. La dimension 300 par 300, c'est une dimension optimum, disons. Le cylindre de 21 cm, ça correspond à ce qui se passe dans la ruche naturelle, dans la ruche sauvage. En fait, ce qui se passe, c'est que dans une ruche écologique comme dans la ruche sauvage, l'abeille commence à travailler dans le haut de sa ruche, dans le haut de la cavité, et au fur et à mesure de son évolution et de sa construction, elle descend. Hein, la reine tue les cirières continuent à travailler et la reine descend jusqu'en bas. Et à partir d'une certaine époque de l'année, quand la température se rafraîchit, bon, les cirières vont stopper leur construction. Donc là, la colonie va s'arrêter. Et au bout d'un certain temps, suivant la température, elle va se mettre en grappe dans le milieu de sa ruche et elle va effectivement, en mangeant le miel qu'elle a stocké, mais elle le mange dans ce cylindre virtuel, en laissant tout autour une couronne de miel, de façon à avoir une isolation thermique maximum et garder des réserves pour après. Le toit, c'est une chambre de ventilation. Ça, c'est l'élément spécifique à la ruche écologique. C'est la différence entre la ruche de la Bévoirie et la ruche écologique. Ça, c'est l'élément capital de la régulation également, puisque c'est cet élément-là qui va servir d'extracteur de l'air.
Quelqu'un qui met un rucher écologique en place, il doit chercher à améliorer la richesse de son périmètre de butinage pour justement empêcher les abeilles d'aller trop loin. Le rayon d'action d'une abeille, c'est 2,5 km. Elle peut aller à 3 km, mais si elle va à 3 km, le trajet aller-retour, c'est zéro, quoi. Hein, donc il faut améliorer la flore dans le premier kilomètre du périmètre de butinage. Et alors là, vous avez une densité qui permet à l'abeille de travailler sans aller trop loin, quoi. Ça ne sert à rien de mettre des ruches écologiques dans des zones où il y a des cultures intensives. Parce que bon, on aura des pépins, même avec la ruche écologique. La ruche écologique ne fera pas de miracle, hein. Elle va préserver vos abeilles parce que vous les laissez vivre selon leur mode de vie naturel et avec un environnement convenable. Mais à partir du moment où votre ruche écologique est placée près d'un champ de maïs ou de colza ou n'importe quoi, vous n'arriveriez nulle part, vous ne ferez rien. Le chiffre 21, il a comme base les phases d'évolution de l'abeille dans son mode d'évolution. Hein, c'est 3 fois 21, plus une fois, ça fait 4 fois 21. 3 fois 21, dans la phase d'évolution dans l'œuf, hein, c'est 21 jours. Ensuite, c'est 21 jours comme une abeille interne. L'abeille interne, c'est nourrice, cirière. Hein, ces cirières sont très importantes, hein, puisque bon, c'est elles qui fabriquent la cire. Et ensuite, c'est 21 jours à l'extérieur, c'est les butineuses, ça. Il n'y a jamais de vieille cire dans la ruche écologique, puisque bon, il y a un renouvellement des cires tous les ans, puisque elles démarrons sur 2 hausses, hein, 2 hausses. Une fois que vous arrivez à la hausse inférieure, qu'elle soit à moitié pleine, vous allez rajouter une hausse par en dessous. Donc au moment où vous allez récolter le miel, vous allez récupérer la hausse supérieure, vous allez casser les rayons, et la cire, vous la récupérez pour faire autre chose, de faire de l'encaustique ou faire autre chose. Mais elle n'est jamais remise dans la ruche. Alors que l'année d'après, quand vous allez rajouter une hausse vide sous les 2 hausses qui ont hiverné, à ce moment-là, vous avez une nouvelle construction de cire neuve. Donc vous avez toujours des cires neuves tous les ans. Dedans, vous avez de la cire gaufrée. Les abeilles étirent cette cire-là pour faire des alvéoles. Il y a encore un autre problème, c'est que dans la ruche écologique, l'abeille va fabriquer ses alvéoles à sa dimension. Sur la hausse, sur les cadres de ruches modernes, c'est des alvéoles qui sont préformées. Donc la taille est standard. Donc si l'abeille est plus grosse ou plus petite, c'est la même chose, quoi. L'extraction du miel dans la ruche écologique, c'est très simple, c'est vraiment très simple, et ça implique un minimum vraiment un minimum de matériel. Il vous faut un maturateur ou une grosse bassine, hein. Il ne faut pas d'extracteur, il ne faut pas de tout un matériel sophistiqué que l'on trouve en apiculture moderne. Vous allez récupérer la hausse que vous pouvez récupérer, parce que je vous ai parlé du partage de l'abeille, donc on ne prend que ce que l'abeille n'a pas besoin. Hein, donc c'est très net, ça. Vous récupérez la hausse, vous cassez tous les rayons, sans ménagement, vous les mettez dans le maturateur, et vous allez les broyer avec un pilon en bois ou un pilon en inox. Le miel va se décanter, va tomber dans le fond du maturateur, la cire va surnager, et le miel, vous allez l'écouler par le robinet qui se trouve en dessous. Alors il y a toute une procédure de filtrage, c'est très simple, hein. Ce miel qui n'est pas turbiné garde tous ses composants, y compris les plus volatiles. Il y a des vitamines, il y a des enzymes, il y a tout un tas de matières que l'on conserve dans une extraction manuelle, comme je viens de l'expliquer, mais que l'on perd par des manipulations diverses et variées, qui sont inhérentes à chaque méthode, parce que bon, les modernistes ont chacun leur méthode, et ensuite ce miel qui est
en grande quantité, il est racheté par des grossistes, et ces grossistes-là font des mélanges. Donc le miel qui sort de là, ben, c'est un miel qui n'a pas d'identité, quoi. Les gens déplacent des ruches avec des camions. Alors bon, ça implique évidemment un gros matériel. Il faut des camions, il faut des élévateurs, parce que bon, ils mettent 4 ruches par palette. Donc on met ça sur les camions avec un élévateur. Il faut acheter tout ça. Et qui est-ce qui paye ça? Ben, c'est l'abeille. La ruche écologique ne se déplace pas. Ne se déplace pas parce que c'est encore une fois une perturbation majeure pour l'abeille. Hein, parce qu'elle arrive à un autre endroit. Premièrement, quand on l'emmène, elle n'a rien, elle doit redémarrer à zéro. Donc, et quand elle a fini son laps de temps de sa transhumance, on lui reprend les cadres pour avoir le miel, et bon, on l'emmène ailleurs et elle recommence, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est de l'esclavagisme. Mais l'homme est esclavagiste. Hein. Les pirates, ben, c'est des apiculteurs qui effectivement après épongeaient le périmètre de butinage avec 100 ruches par exemple. Ça ne dure pas longtemps, c'est pas possible. Hein. Donc ben, comme il n'y a plus rien à butiner, ils emmènent leurs abeilles un peu plus loin avec un camion. Et voilà, le gars il arrive avec ses 100 ruches et le pauvre gars qui est là avec ses 5 ruches pour essayer d'avoir son propre miel, ben, il n'y a plus rien. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien, quoi, parce que le gars il a tout raflé, quoi. Ce sont vraiment des pirates. Non seulement c'est de l'esclavage, mais oui, c'est horrible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on fait travailler les abeilles. On fait un leurre finalement, hein. On leur met des œufs, et pour faire des reines, elles vont fabriquer de la gelée royale. Une fois que c'est des petites capsules, hein. Et quand la capsule est pleine, eh bien, on récupère la gelée royale qui est dans cette capsule-là, et on jette la larve qui a commencé à sortir. Donc c'est un massacre d'abeilles. C'est quelque chose qui a été développé, on en trouve dans toutes les pharmacies, des trucs avec de la gelée royale, on en fourre partout. Il y en a ou il n'y en a pas, d'ailleurs. Si vous faisiez la comparaison de ce que mange une reine pour tenir le coup 2-3 ans, en fonction de son poids et de son travail, parce que c'est un travail épuisant, hein, ce qu'elle fait, bien, pour l'être humain, ça ne représente rien, quoi. C'est peut-être une aide, minime, mais il faudra en avaler des kilos pour avoir la même action sur l'organisme. C'est le seul gros problème que l'on a avec la ruche écologique, c'est la teigne. Parce que, en fait, si vous mettez dans votre ruche une colonie qui est trop faible, la garde est trop faible, et alors, même si vous mettez une portière d'hiver, le papillon qui va pondre pour la teigne, le papillon peut rentrer. Normalement, si la garde est forte, il va se faire tuer sur la planche de vol avant de rentrer. Mais si la garde est dépassée, le papillon va rentrer et il va pondre. Et là, évidemment, il va pondre dans des interstices du plancher, ou éventuellement dans des endroits où l'abeille ne peut pas aller. Et là, je veux parler des tiroirs ou des plateaux grillagés. L'abeille ne peut pas aller désinfecter cela. Donc, c'est un problème majeur, ça. C'est un problème qui est mal compris, ça. Donc, en fait, les modernistes, ils trouvent que le varroa, c'est l'ennemi public numéro 1, c'est lui qu'il faut éradiquer, parce que c'est lui qui va affaiblir la ruche, qui va faire que la colonie va capituler. C'est faux. Le varroa ne s'installe que dans des colonies qui sont déjà affaiblies. Et pourquoi elles sont affaiblies? Parce qu'elles sont surexploitées.
Et une fois que la colonie est surexploitée, le varroa va s'installer, il va se développer parce que la colonie n'est pas capable de lutter contre ça. Et alors, évidemment, on intervient avec des produits chimiques. C'est exactement la même chose que pour l'homme. L'homme, s'il vit mal, s'il est trop stressé, eh bien, il va tomber malade et on va lui donner des médicaments pour qu'il puisse continuer à travailler. Et il faut surtout qu'il continue à travailler. C'est-à-dire que de la façon dont on procède en apiculture écologique, on traite, pour une colonie qui est malade, c'est pas souvent quand même, hein, la ruche écologique permet d'éviter ça, mais de temps en temps vous pouvez avoir une colonie qui développe une densité de varroa trop importante. Mais là, à ce moment-là, on ne va pas traiter la ruche parce que c'est pas la ruche qui est malade, c'est l'abeille qui est... Donc on va traiter l'abeille dans un décontaminateur à part, et on remet la colonie dans une ruche vide. Parce que dans la ruche qu'elle vient de quitter, vous avez un élevage de varroa. Donc il faut tuer cet élevage de varroa. Donc, alors que dans la ruche moderne, il n'y a pas d'autre solution que de traiter la ruche, mais on traite tout. On traite le miel, on traite les cires, on traite tout, quoi. Donc, mais cette recherche de pesticides dans le miel moderne, à mon avis, c'est quantité négligeable. Dans une ruche écologique, c'est complètement différent. Vous allez avoir du varroa dans une ruche écologique, mais il sera en très faible quantité parce que la colonie vit selon son mode de vie naturel, donc elle est forte, elle a tout ce qu'il lui faut pour manger, elle n'est pas dérangée. On utilise la partie basse du décontaminateur que l'on met sous le plancher, à la place du plancher. Et alors, on laisse cette partie basse du décontaminateur pendant 3-4 jours et on compte les varroas que l'on trouve tous les soirs dans le tiroir. Et à partir d'une certaine densité, là, il peut y avoir un problème. Si vous avez une vingtaine de varroas dans le fond du plancher tous les jours, ça c'est rien. Sur une colonie de plusieurs milliers d'abeilles, c'est rien. Si vous arrivez à une centaine de varroas, alors là, évidemment, il y a un problème. Le décontaminateur, c'est un outil qui permet de traiter l'abeille hors de sa ruche. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le produit chimique dans la ruche et de porter atteinte à la qualité du miel et la qualité des cires, on va transvaser les abeilles, uniquement la colonie, on transvase la colonie dans le décontaminateur. Et dans le décontaminateur, à ce moment-là, on va traiter pendant 2 jours. Et on remet la colonie ensuite dans une ruche vide. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, à partir du moment où la colonie redémarre dans une ruche vide, le varroa, s'il a pu s'installer dans la ruche d'où on l'a retiré, ne peut plus redémarrer parce qu'il n'y a pas d'alvéole pour s'installer, il n'y a rien, il ne peut pas vivre. Donc le cycle du varroa est stoppé. Et la colonie redémarre à zéro, mais elle redémarre sur de bonnes conditions. Mais c'est anecdotique, c'est assez rare quand même. Hein. Il est bon d'en avoir un, mais en cas, mais disons que ce n'est pas d'utilisation courante. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de la valeur de l'abeille et prendre conscience également du pouvoir du consommateur. Les gens n'ont pas encore compris que l'abeille est un insecte tout à fait indispensable à la vie.